moi aujourd'hui je vois vraiment ça comme un jeu, la vie, et du coup la survie, c'est tout ce moment, toute cette période de ta vie où on est tous concernés du coup, tu vois, où en fait on n'a plus du tout cette conscience, on n'est plus relié à on se souvient plus de qui on est véritablement finalement. Je veux tout de suite dire aux gens, c'est simple, ne croyez pas que c'est compliqué de réguler son système nerveux, vous n'avez pas besoin d'aller faire des formations à 1000 € ou je sais pas quoi, non, c'est simplement réapprendre, se réapproprier, réapprendre à respirer, réapprendre à faire circuler l'énergie. Je savais que c'était la clé. Je savais que c'était la clé de méditer. Je savais que je pouvais faire des miracles avec la méditation. Mais concrètement, je n'y arrivais pas. Et je me disais, mais c'est pas possible, je suis pas une flemmarde, j'ai la volonté. Et donc, j'ai d'abord commencé par... J'avais une endométriose très, très sévère. En fait, tout ce que j'avais vécu dans l'hôpital se manifestait de toutes ces manières-là, en fait, tu vois. Voilà, les traumas s'exprimaient à travers ce corps-là. Et donc, mon rêve, c'était de tomber enceinte. Et donc, je tombe enceinte. Et là, je ne peux pas garder l'enfant. Il y a des choses qui nous dépassent, bien entendu, et ce type de rencontre en fait complètement partie. Bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Candice et je suis animée par une quête de liberté que je chéris depuis toujours. Liberté Chérie, c'est le nom du podcast. 4, 3, 2, 1, décollage. Vous pouvez suivre Liberté Chérie sur la chaîne YouTube, sur toutes les plateformes audio en ligne ainsi que sur Instagram. À tout de suite. Elisa, bonjour. Salut Candice. Bienvenue sur le podcast Liberté Chérie. Alors Elisa, je te suivais déjà sur Instagram, sur la guerrière en pâte, et je t'ai rencontrée au séminaire de Joe Dispenza. Oui, tout à fait. On aura peut-être l'occasion de reparler de Joe Dispenza, en tout cas t'en parles aussi dans ton livre. Et pour être tout à fait honnête, je t'ai un peu observée en fait avant d'aller te parler. J'ai vu ta lumière, j'ai vu beaucoup de joie en toi et ça m'a vraiment donné envie d'aller vers toi. Et c'est là que je t'ai proposé, est-ce que tu voudrais pas faire une interview ? Et tu m'as dit... Oui, trop bien. Et donc aujourd'hui, tu viens pour parler, on va parler de pas mal de choses, mais aussi du livre que tu viens de sortir qui s'appelle De la survie à l'alchimie. Livre merveilleux, je vais en parler plus en détail après, en tout cas de mon ressenti. Mais avant tout ça, je voudrais te laisser la parole et un peu t'exprimer sur... alors, qui es-tu, Elisa, ou que fais-tu, ou pourquoi te lèves-tu le matin, qu'est-ce qui t'inspire, voilà. J'adore cette question. Ouais. Pourquoi ? Alors, j'aime beaucoup... On devrait remplacer, tiens. Pourquoi je me lève le matin par qui es-tu ? Ou alors qui es-tu ? C'est quand même... j'ai écrit un livre pour répondre à cette question et j'ai pas vraiment la réponse. Si, je suis... Bon, on va pas commencer sur la métaphysique directe. Mais disons que pourquoi je me lève le matin aujourd'hui ? Vraiment parce que j'ai découvert des clés. Les clés de la liberté, pour être complètement raccord avec ton podcast en plus. Et après avoir passé 40 ans dans la survie, dans la glu, c'est vraiment comme ça que je le décris dans le livre, et puis c'est vraiment comme ça que je le ressentais, la glu, tu vois. Et du coup, je me suis toujours posé cette question, qui suis-je ? Pourquoi je suis là ? Et pourquoi je me lève le matin ? C'est rigolo que tu commences. On s'était pas, voilà, c'est spontané. Et vraiment, pourquoi je me lève le matin aujourd'hui ? Pour transmettre aux autres les clés qui m'ont amenée à cette liberté intérieure. Je parle, de toute façon, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Mais pourquoi je me lève le matin ? Pour vivre en fait. Parce que je suis amoureuse de ma vie, comme dirait Dr Joe. Je suis aujourd'hui, je peux le dire, je suis amoureuse de ma vie, je suis amoureuse de la vie, je suis joie. Là, ils vont se dire bienvenue chez les perchés. Mais non, sans être perché, je suis très ancrée, je me sens très bien. Et voilà pourquoi j'ai envie de me réveiller le matin. Pour transmettre cette foi, cette joie. Parce qu'on est tous interconnectés, donc les autres, c'est moi je suis les autres. Et bien sûr qu'on est aussi des individus, mais... Voilà, t'as vu, on a déjà bien digressé dès le début. Non, mais tu dis en plus, je suis très ancrée, et c'est ça aussi qui m'a plu dans ce livre, c'est que c'est vraiment connecté et à la fois ancré. Et on a besoin de ça aussi dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité. Surtout. Ouais. Et donc ce livre, on s'est rencontrés, et après j'ai lu ton livre. Je m'attendais à rien. Et j'ai été extrêmement touchée par ce livre. Je l'ai trouvé... Déjà, il est très bienveillant. On sent de l'amour. Il n'y a pas d'injonction dedans. Il y a juste un partage honnête de ton parcours. Et c'est comme une amie, en fait, qui nous prendrait la main et qui nous dirait « Ben non, en fait, si t'es comme ça, regarde, attends, je t'explique. » J'adore. Et du coup, moi aussi, je me suis sentie moins seule sur ce chemin d'alchimiste. Et après, il est hyper clair, quoi. On sent vraiment l'intention profonde
de guider, d'aider, de donner des clés. Il y a à la fin de chaque chapitre, en fait, tu résumes les points, tu donnes quelques exercices pratiques qui sont pas lourds, qui sont légers, qu'on peut faire avec joie. Et il y a toute une bibliographie aussi à la fin. Donc voilà, moi j'ai ressenti beaucoup d'amour, il m'a fait du bien quand je l'ai eu fini, en fait, et même pendant la lecture. Il y a aussi une vibration qui se ressent en fait d'amour et ça fait du bien. Et c'est à la fois connecté, c'est très concret au corps, on va en reparler, très important. Et d'ailleurs, tu commences là-dessus. C'est pas pour rien, justement. Et aussi, ce livre, pour moi, c'est aussi comme un manuel de loi d'attraction, enfin de manifestation, je cherchais le nom. Moi, ça fait des années que je m'intéresse à la manifestation, que je teste des choses et ça fonctionne plus ou moins bien. Mais sauf que j'avais pas l'ingrédient de base qui était ce que tu expliques dans ton livre. Et beaucoup de personnes parlent de la manifestation consciente, mais toi, tu donnes le mode d'emploi et tu pars à la racine, en fait. Et donc, ça pourrait être aussi un mode d'emploi pour ça. Et déjà, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux, avec tes mots, résumer, alors je sais pas si c'est possible, le mot survie et le mot alchimie. Si, bien sûr. Ouais. Et c'est ce que je fais d'ailleurs dans l'introduction, parce que c'est effectivement très important, tu as raison, parce que de quoi on parle finalement ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai utilisé le mot survie, parce que le mot survie, finalement, on est tous en survie. Bon, c'est ce que je pense aujourd'hui, parce que on est conditionné. Le conditionnement, c'est la survie. Parce que le conditionnement t'empêche, après je vais expliquer ce que je veux dire par là, mais le conditionnement le conditionnement inconscient est la survie, parce qu'en fait, tu n'es pas libre de ta pensée. Tu n'as pas l'espace pour laisser, l'imagination prendre sa place et créer ta réalité. Enfin, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que on est N-A-I-T, on est en fait en étant pas vraiment libre de nos pensées, parce que, bon, ça je l'explique en détail dans mon livre, mais parce que entre 0 et 7 ans, on est avec notre subconscient, etc. Et donc on est un peu à la merci de notre environnement. Donc on est tout de suite, dès le début de notre vie, on nous amène à regarder à l'extérieur et à se rendre compte que c'est l'extérieur qui dicte notre intérieur, de fait. Parce qu'on est un enfant et qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin, un bébé même, tu vois, on n'a pas la parole, on n'a pas la mobilité. On ne peut même pas se nourrir par soi-même. Ce sont nos parents, c'est obligatoire en fait. Si tu veux, il n'y a pas d'autre échappatoire. C'est le jeu, j'ai envie de te dire, de cette vie. Et donc, forcément, ça crée des conditionnements. C'est-à-dire qu'on nous met dans la tête, donc il n'y a absolument rien de négatif quand je dis ça, c'est un fait. On est conditionné par l'extérieur, tu es d'accord ? Exactement. Par nos parents, par notre environnement, par l'école, par plein de choses. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste un fait. Mais ça, c'est la survie, si tu veux. Alors, c'est pas exactement le terme de la survie. Là, je fais exprès d'utiliser de façon générale ce qu'est la survie d'un point de vue physiologique et système nerveux, corporel, etc. C'est encore autre chose. Mais je trouve ça intéressant de voir d'un point de vue plus global pour se rendre compte qu'en fait, déjà, on nous dit, tu rêves trop, ton imagination. Et en fait, ton imagination, c'est là où l'alchimie intervient. Ton imagination, c'est ton lien à Dieu. Puisque l'imagination est Dieu, la conscience est Dieu, tout est conscience. Tout est conscience. De l'intérieur vers l'extérieur. Or, on nous apprend l'inverse. On fait tout à l'envers, mais si on faisait pas tout à l'envers, il n'y aurait pas de chemin. Il n'y aurait pas de jeu. Il n'y aurait pas d'expérience terrestre. Donc, tu vois, tout est juste quelque part. Enfin, moi, aujourd'hui, je vois vraiment ça comme un jeu, la vie. Et du coup, la survie, c'est tout ce moment, toute cette période de ta vie où on est tous concernés, du coup, tu vois, où en fait, on n'a plus du tout cette conscience, on n'est plus relié à on se souvient plus de qui on est véritablement, finalement. On ne se souvient plus qu'on est des créateurs et qu'en fait, Dieu n'est pas à l'extérieur et qu'il n'y a pas de Dieu qui va nous... C'est nous, en fait. C'est nous, la force opérante. Mais bon, je vais faire une grosse digression, mais c'est important aussi. Pourquoi je dis c'est nous la force opérante ? Parce qu'en étudiant le corps, en étudiant le système nerveux, c'est pour ça que j'ai commencé par ça dans le livre, en étudiant le système nerveux et en étudiant le subconscient, en étudiant tout ça, on se rend compte que cette force existe à travers nous, existe à l'intérieur de nous et œuvre à travers nous. Déjà, ça c'est scientifique, je veux dire, le système nerveux autonome, et d'ailleurs tous ceux tu verras Peter Levine, j'en parle dans mon livre et tout, enfin tu verras, t'as vu,
tous les psychiatres qui ont vraiment étudié le système nerveux autonome sont arrivés à la conclusion que, eh bien oui, tout comme les physiciens en physique quantique, ils se sont tous rendus compte qu'il y avait une conscience plus grande que nous, qui n'était pas contrôlable au sens qui était vraiment qui était nous, et en même temps qu'on ne pouvait pas contrôler, et qu'ils ont appelé la particule de Dieu, d'ailleurs, les physiciens. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, tu te dis, ah oui, d'accord, donc en fait, c'est vraiment à l'intérieur de nous, en fait. Bon, j'ai fait une grosse digression, mais en fait, c'est ça, la survie, c'est d'oublier, c'est de donner ce pouvoir à l'extérieur, parce qu'on nous a appris ça. Et l'alchimie, justement, c'est de désapprendre, ou plutôt de réapprendre, de se réapproprier ce système autonome, donc qui est constitué du système nerveux et du subconscient, et aussi du cœur. C'est vrai que je devrais en parler au même niveau, mais pour moi, c'est une conséquence, enfin, je sais pas comment dire. C'est pour ça que j'ai parlé de réconciliation entre le corps et l'esprit. Oui, et d'ailleurs, ton livre non, c'est beau. Ton livre est divisé en 3, c'est par le corps, l'âme et la conscience, d'ailleurs. Et pour résumer un petit peu aussi ce que tu disais, je cite ton livre, c'est « Mettre la lumière sur l'ombre, c'est rendre l'inconscient conscient. Tant qu'on n'a pas conscience de ce qu'on porte en nous, on reste prisonnier d'une réalité prédéterminée. Si on est programmé à la survie, c'est qu'on peut aussi bien se programmer à la liberté. » Donc c'est ça aussi ton message, c'est que tu vas nous parler de ton parcours aussi, mais c'est qu'on peut tout transformer. Et cette liberté retrouvée nous demande de lâcher notre passé. Et justement, donc pour parler un peu des origines et finalement de la racine pour toi, en tout cas de ce mode survie, est-ce que tu peux... alors, pour ce mode survie, je pense qu'il y a différentes échelles, non, selon les gens, selon ce qu'on a vécu. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous partager donc les racines pour toi de ton enfance par rapport à cette survie ? Bien sûr, bien sûr. Alors c'est intéressant parce que tu sais, moi mon père était sociologue et il travaillait avec Bourdieu. Il a travaillé avec Bourdieu, mais pourquoi je te dis ça ? Parce que Bourdieu a parlé d'un concept très intéressant qui s'appelle l'habitus, et c'est vraiment le fait de, par exemple, sauf que du coup ça va plus loin avec la métaphysique, mais tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. C'est vraiment le fait d'être dans un environnement donné et que cet environnement social, du coup, parce que c'est un sociologue, va déterminer ton avenir. Enfin, c'est-à-dire que voilà, si tu viens d'un milieu aisé, tu vas plus facilement faire des études supérieures, alors que si tu viens d'un milieu immigré, ça va être plus compliqué pour toi. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais tu as cet habitus, tu ne peux pas aller au-delà de cet habitus. Tu comprends pourquoi je fais le lien ? Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose avec nos traumas. Nos traumas, je devrais pas dire nos traumas, mais les traumas qu'on a, parce qu'on n'est pas nos traumas, c'est important les mots, ne sont pas les mêmes. Donc moi, pour répondre à ta question, moi c'est vrai que tout de suite dans la vie, ça a été le corps en fait. J'ai vécu dissocié tout de suite parce que si tu veux, je suis née avec des gros problèmes de santé, des problèmes de reins. Je faisais des pyélonéphrite. Mais ma première hospitalisation, j'avais 3 semaines et c'était très inquiétant pour mes parents. Enfin, j'ai vraiment failli mourir à chaque fois. C'était vraiment un diagnostic vital engagé à chaque fois, tu vois. C'était vraiment, je faisais des convulsions, je faisais des montées de fièvre en fait, très impressionnantes. Et donc voilà, de mes 3 semaines à mes 12 ans, j'ai vécu des allers-retours très prononcés à l'hôpital. Je suis restée des mois entiers à Necker parce que voilà, j'avais ces problèmes de reins. C'est pas exactement des problèmes de reins, mais voilà, c'est vraiment qui touchait mes reins en tout cas. Donc c'est là où c'était leur organe vital très compliqué. Et donc voilà, si tu veux, je suis née comme ça. Je commence le livre en disant à 4 ans, on m'a coupé en 2. Et c'est vraiment comme ça aujourd'hui que je vois les choses, parce qu'en fait, j'ai vraiment vécu dissociée de mon corps, en pensant que c'était normal du coup, parce que j'ai commencé ma vie comme ça, et en pensant qu'il n'y avait pas autre chose. C'est pour ça que je parle de conditionnement, parce que quand tu ne sais pas qu'il y a autre chose, et c'est pour ça que je parle d'habitus, si tu sais pas qu'il y a autre chose, tu peux pas y aller. C'est pour ça que c'est important, la connaissance. C'est pour ça que c'est important de partager aussi ces choses-là, tu comprends ? Parce que sans la connaissance, tu restes dans le connu. Ça, il l'explique très bien, Joe Dispenza aussi, tu vois. C'est comme ça que fonctionne le cerveau. Si tu restes dans le connu, tu ne peux pas... comment dire, si on ne te montre pas qu'il y a une autre solution, tu restes dans le connu plutôt. Et donc moi j'étais comme ça en pensant que c'était normal d'être complètement coupée de ses émotions, d'être coupée de son corps, et je me disais je m'adapte. Et je me rappelle, je disais tout le temps, je suis très résistante à la souffrance. J'ai de la chance,
Parce qu'il y a aussi une petite phrase qui t'est donnée à l'hôpital. Il y a une femme qui te dit, une infirmière. Ah ouais, merci. Et c'est fou comment ça conditionne aussi. T'as vu, tout de suite, t'as créé une croyance là-dessus. Mais très petite, Elle te dit quoi? Elle te dit... bravo, t'es forte. Bravo, t'es forte. Ah ouais, c'est bien que tu l'aies... Ouais. C'est exactement ça. Mais parce que ça m'avait marqué, en fait. Je dis j'ai oublié, mais dans le sens où j'avais oublié. Des petites phrases comme ça qui conditionnent des croyances. T'es forte, ma fille, et tout. Et mes parents, mais parce qu'ils croient... Tu vois, on parle toujours du conditionnement. Moi, personnellement, j'aime énormément ma mère et mes parents. D'ailleurs, mon père n'est plus là, mais j'ai eu vraiment une famille aimante. Alors, pas parfaite, bien sûr, mais ça n'existe pas, en fait. Mais vraiment parfaite au niveau de l'amour. Ils ont été très aimants. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Vraiment très... Eux-mêmes avec leur conditionnement. Et tu sais, je te dis ça parce qu'en fait, même eux, ils me disaient, t'es forte. Allez, sois forte. Mais... Tu as raison, ça conditionne, mais quelque part, en fait, ils font ça aussi quelque part pour toi. Il n'y a pas de jugement envers mais les personnes. Je fais exprès. Voilà. Non, je sais, mais je fais exprès de le dire parce que c'est pour dire que ça fait vraiment partie du jeu, en fait, tu vois. Voilà, parce que ma mère, je me permets de t'avoir dit ça, parce que ma mère, quand elle a lu le livre, elle m'a dit... Je savais pas que... Enfin, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Je lui ai dit, mais non, maman, ne culpabilise pas. Aujourd'hui, en fait. Ouais. Voilà. Non, et puis... Vraiment, toi, tu as fait ce qui te semblait bon et juste avec qui tu étais à ce moment-là. Et vraiment, et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti aussi. Tu comprends ? C'est que tu ne peux pas non plus. Et ça revient aussi à ce que je dis. Tu ne peux pas sauver les gens. Chacun a son histoire à vivre en fait. Et donc oui, c'est des phrases comme ça, mais ce n'est pas pour culpabiliser. Donc ça me fait plaisir que tu aies dit ça tout à l'heure en disant on sent que c'est pas culpabilisant ton livre, et ça me fait vraiment plaisir. Oui, vraiment. Parce que j'y ai vraiment fait attention. Oui, mais je l'ai ressenti vraiment. De toute façon, quand on fait ce chemin alchimique, pour soi-même, on se rend compte que chacun son rythme, voilà. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse injonction que tu cites, qu'on entend souvent de quand on veut, on peut. Ah ouais. Quand on veut, on peut. Mais finalement, je me demandais quelle était la différence entre quand on veut, on peut, et avoir quand même conscience que nous sommes illimités et qu'on est capable de beaucoup, tu vois. Comment on trouve la mesure entre les deux, en tout cas Vraiment que tu sais, c'est la manière dont tu amènes les choses. C'est pour ça que le verbe est créateur. Quand on veut, on peut. En fait, c'est pas tant pour moi, la volonté et la conscience sont deux choses différentes. Alors tu vas me dire, tu joues avec les mots. Mais pour moi, non, parce que tu vois, c'est pas une question de volonté. La volonté, c'est lié à la force. Donc c'est ça aussi qui peut être culpabilisant, tu crois pas ? Il y a un peu ce côté, tu sais, quand on veut, on peut, c'est très dépasse ses limites. Non, il n'est pas question de dépasser ses limites. Tu peux pas dire ça à quelqu'un qui est dissocié de son corps, en fait. Tu peux pas dire quand on veut, on peut. C'est pas vrai. Parce qu'il y a une partie de toi qui veut, mais l'autre partie de toi qui veut pas. Voilà, c'est ça, et tu vois, c'est ça la différence. Ouais. C'est qu'en fait, si t'as pas fait ce chemin de réconcilier le corps et l'esprit, t'auras beau vouloir, tu pourras pas. Cette injonction, justement, elle dissocie les deux. Mais la manifestation, c'est pareil. Ouais. Si les gens, ils te disent, il suffit d'y croire pour que ça arrive. Alors, en soi, oui, mais c'est un raccourci. C'est un raccourci de dire... et ça peut être très culpabilisant aussi, parce que t'es là, genre... Ouais, enfin bon... quand t'es un être complet... Quand t'as retrouvé ta complétude, oui. Mais tant que... Tu vois, c'est pour ça que moi, c'est important pour moi. Et ça, si tu veux, dans le milieu spirituel, j'ai vu tellement de dérives, mais tout simplement parce que par manque de connaissance du système physique et corporel, en fait. Et moi, quelque part, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu le choix. J'étais obligée de repasser par là parce que de toute façon, moi-même, j'étais dans ma chair coupée en deux. Donc quelque part, mais je comprends aujourd'hui que si je n'avais pas vécu ça, j'aurais jamais pu le transmettre. Tu vois, on en revient toujours à ça. Mais dans le sens où j'étais obligée, en fait. Mon parcours de vie m'a obligée, si tu veux, à m'intéresser au système nerveux et à comprendre comment ça fonctionne. Mais et ça, c'est important de le dire, et ça rejoint, tu vois, on fait ce qu'on disait au tout début sur l'habitus, mais tu n'es pas obligé. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça et qui n'est pas en survie corporelle, il va pas avoir besoin, si tu veux, s'il a un système nerveux régulé, ça arrive, hein, s'il est en attachement sécure et un système nerveux régulé, il n'aura pas forcément besoin de passer par tout ce quoi je suis... Enfin, oui, et c'est là où on se sent des fois... Enfin, moi, je me suis sentie parfois un peu seule sur ce chemin. Parce que d'ailleurs, l'attachement sécure, tu parles des différents types d'attachement dans ton livre. Tu parles de beaucoup de choses. C'est très complet, ce livre. Mais l'attachement sécure, moi, j'avais lu que c'était quand même la majorité de la population.
Moi, j'avais lu ça dans le livre. Ah, dans mon livre? Non, pas dans le tien. J'avais lu ça dans Gwenaëlle Percio, je crois. Ah oui, et pourtant je crois pas dire de bêtises. Oui, si, il Oui, me c'est semble. bien elle, mais il me semblait que c'était une majorité. Tout ça pour dire que moi, je me suis sentie beaucoup seule. Ah, oui, parce oui, que autour de toi, les gens ne vivent pas. Jusqu'à ce que tu comprennes où ça t'amène dans cette alchimisation. Voilà. Donc, tu vis en mode survie. Tu n'en as pas conscience et tu vas vivre, pour moi en tout cas, ce que je comprends, 2 événements majeurs qui vont te réveiller et qui vont t'obliger en fait à faire le travail. Totalement. Quels sont ces 2 événements? Est-ce que après tout le monde lira le livre Ah, ça fait plaisir de. T'as bien lu le livre, je me sens bien. Ah, mais il m'a tellement touchée, oui. Ah ouais, non, c'est vrai. Alors oui, il y a eu 2 événements qui ont été vraiment au même moment, hein, quasiment, enfin en tout cas à la même période de temps. Qui a été ça a d'abord été une rencontre d'âme. Alors, une rencontre d'âme, sans rentrer dans les détails, quand je dis une rencontre d'âme, c'est dans le sens où une reconnaissance avec un être, une rencontre amoureuse en fait, hein, soyons clairs, enfin en tout cas de mon côté, où vraiment j'ai eu cette ouverture de cœur en fait en rencontrant cet être. Et cette ouverture de cœur, elle m'a vraiment poussée en dehors de tous mes retranchements parce que, si tu veux, j'avais en face de moi un miroir qui n'était pas du tout... Enfin, que je ne pouvais pas y échapper, quoi. En fait, c'est comme si, tu sais, bonjour, tu as demandé à Dieu de te réveiller. Du coup, il a répondu à tes prières à travers cette autre personne qui elle-même, je pense, cette personne... Ouais, ça c'est quelque chose que tu demandes en vivant l'autre événement d'avant. Ouais. Tu demandes à l'univers, réveille-moi, et il t'envoie cette rencontre, c'est un peu comme ça pour résumer. En fait, c'est plutôt... c'est vraiment... Quand je lui ai dit réveille-moi, c'était vraiment pendant cette rencontre, en fait. C'est au début. Il y a eu plusieurs... En fait, ça a duré très longtemps, hein, cette rencontre. Hein. C'était il y a presque 10 ans, donc c'est très loin aujourd'hui. C'est vraiment lié à mon ancien moi, tu vois, mais j'en garde toujours un très beau souvenir mais ça reste l'ancien moi, tu vois, aujourd'hui. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, il y a vraiment eu cette rencontre qui était une rencontre d'amour. Quand je dis une rencontre d'amour, c'est que même si l'histoire n'a pas pu se faire, le lien était un lien d'amour. C'était pas, par exemple, tu sais, parce que ça a été un être odieux, ou je sais, peut-être ça peut arriver, hein, ça peut être ça, tu vois, un pervers narcissique ou un truc comme ça. Non, là, ce qui était vraiment curieux, c'est que c'était vraiment c'était de l'amour, en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est toujours très particulier à expliquer. J'ai eu beaucoup de mal à en parler, d'ailleurs, par écrit, parce que c'est quelque chose qui m'a dépassée, en fait. Tu vois ? En fait, je comprends très bien, puisque voilà. Voilà, j'ai traversé encore cette même type de rencontre qui se vit et qui est très dur à expliquer. Une rencontre alchimique. Ah ouais, tout à fait. C'est une rencontre alchimique, vraiment. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui le vivent. Alors après, on met des termes dessus que j'ai fait bien attention de ne pas utiliser ces termes. Et donc, on n'en parlera pas forcément. Voilà, on va passer par d'autres... Mais justement... Parce que tu parles des égrégores aussi dans le livre. Voilà. Non, mais dans le sens où c'est pas... Si tu veux, c'est pas que je refuse d'en parler. C'est que pour moi, c'est au-delà de ça. Tu sais, c'est mystique. C'est une rencontre mystique. J'ai compris ton point de vue. Ouais, voilà. Mais je pense qu'en plus, les gens qui traversent ça, ils comprennent encore plus. Parce que c'est un autre piège, en fait, aussi, de vouloir... Et moi, j'ai aimé, ça m'a aidé aussi sur ce parcours-là, d'avoir un autre regard Voilà. Ça m'a vraiment aidé. Quand tu parles des égrégores, on se dit, bah oui, effectivement. Et d'ailleurs, en parlant de rencontres d'âme, toi, est-ce que tu classifies maintenant? Est-ce que tu parles de rencontres karmiques ou de... Non. Oh non, mais moi, tu parles dans le ressenti et après, il n'y a pas besoin de mettre des étiquettes. En fait, pour moi, tout ça, tu sais, ce que j'en parle dans les pièges. Alors, je dis pas que c'est forcément un piège, mais dans le sens où, pour moi, c'est tout ce qui est lié justement à ce que j'appelle l'astral. Donc, chacun a ses définitions. Je veux froisser personne. Mais donc, quand je parle de l'astral, c'est tout ce qui est les mémoires de l'âme. Les mémoires de l'âme, donc ce qu'on appelle les vies antérieures, etc. Mais toi-même, tu sais que quand on pardon pour ce langage. J'avais oublié qu'on était dans un podcast. Attends, tu sais que quand on s'intéresse à la physique quantique, il n'y a pas de... Et puis même quand on évolue sur son chemin, voilà, tout court, il n'y a plus de temps linéaire, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, puisqu'on est créateur à chaque instant. Toutes les lignes de temps existent en même temps. Et donc, pour moi, ça n'a aucun sens de parler de rencontres karmiques. C'est une croyance qui ne fait plus du tout sens avec les croyances que j'ai aujourd'hui, avec l'évolution dans laquelle j'évolue, puisque de toute façon, je suis, chacun de nous, Dieu est en nous, tout se joue maintenant, en fait. Tu vois, même la notion de destin, du coup, je n'y crois plus parce que, et ça, je sais que ça peut être très choquant pour les gens, parce qu'il y a un côté, l'inconnu, on n'aime pas trop, tu vois. Attends, mais s'il n'y a plus de destin et s'il n'y a pas de Dieu extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Je comprends aussi, ça peut faire tourner la tête, quoi. Donc, pour moi, bien sûr, il y a, pour revenir à ta question, sans mettre de termes dessus, d'égrégores, etc., pour entrer dans des trucs comme ça, il y a des choses qui nous dépassent, bien entendu, et ce type de rencontre en fait complètement partie. Mais en fait, pas tant que ça, parce que c'est toi, encore une fois, tout est toi. Quand je dis toi, c'est pas toi Candice et moi Elisa, c'est toi la conscience qui joue à être des personnages dans ce jeu terrestre. Et effectivement, tout est miroir, absolument tout. Mais ce type de lien, si tu veux, ce type de lien d'âme, c'est un accélérateur quand même pour moi, parce que quelque part, l'autre est ton miroir. Moi, c'était ça, ton miroir complémentaire. C'est-à-dire qu'il est l'inverse, entre guillemets, l'inverse de toi, tu vois, je veux dire, dans les comportements dysfonctionnels, en tout cas. Il te montre, mais il te renvoie toujours à ton miroir. Et tu ne peux pas... Et par exemple, cette personne... je ne pouvais pas lui mentir. Je ne pouvais pas lui mentir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il était dans ma tête. C'est très bizarre, hein, c'est très particulier. Et par exemple, quand j'étais avec lui, je sentais que c'est comme si c'est très mystique. En fait, c'est ça que je veux dire par là. Et c'est ça qui m'a forcée à l'éveil. Mais moi, je serais restée endormie toute ma vie sinon. Hein. Je buvais comme un trou, je faisais la fête. Alors, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais c'est clair que j'étais pas du tout sur un chemin d'éveil. Mais ça aussi, t'en parles des addictions, et c'est hyper intéressant aussi. Ça m'a carrément. Voilà. Ah ben, l'amour m'a forcée à me réveiller. Et en fait, le fait que ça ne se fasse pas, que cette histoire ne se fasse pas, mais Dieu merci en fait, parce qu'en fait, c'était le but. Le but, c'était la carotte, tu sais, pour t'amener à avancer. Et en fait, après, pour te libérer, en fait, pour te libérer de toutes les addictions, en fait, de l'attachement, comme dirait Bouddha, la source de toute source de la souffrance. La source de toute souffrance, c'est l'attachement, mais c'est tellement vrai. Et en fait, quand tu n'es plus attaché à rien, tu aimes tout. Et vraiment, quand on dit l'amour de l'attachement n'est pas de l'attachement, il faut le vivre pour le comprendre, parce qu'effectivement, sinon, c'est pas mental comme compréhension, c'est une ouverture de cœur, c'est énergétique, tu vois, c'est exactement ce qu'on vit parfois en méditation, quand on vit des espèces d'orgasmes spirituels, tu vois, qu'on vit pas au quotidien, heureusement, parce que sinon on pourrait pas vivre dans cette densité, mais on se comprend. Mais dans la rue. Mais tu sais, tu vois, une fois que tu sais, une fois que tu l'as vécu, tu le sais. Et t'es toujours connecté à cette conscience, même si... et de vivre dans son corps, encore une fois. Totalement. Qui est bien différent de comprendre et c'est ressentir. Ça. Et tu peux pas vivre les choses... Et tu vois, c'est pour ça que c'est important de commencer par le système nerveux, etc., pour moi en tout cas. Parce qu'en fait, tu peux pas te laisser traverser par une énergie si puissante si t'es bourré de traumas, parce qu'en fait, les traumas sont dans le corps. Donc, l'énergie bloquée, l'énergie, c'est de l'information. Donc, si tout est bloqué dans le corps... Comment veux-tu que Dieu te traverse, que l'amour te traverse? Mais d'ailleurs, dans ton livre, j'ai appris et ça je ne savais pas, que 80% des informations étaient dans le corps, contre 20% dans le cerveau. Ouais. Et ça m'a fait... Waouh, je ne l'avais jamais lu, en fait. Ouais. Donc, est-ce que tu peux revenir au début de ton livre, pour ceux, pareil, qui n'ont pas encore cette conscience du système nerveux? Est-ce que... Alors, c'est bien détaillé dans ton livre, c'est hyper bien, il y a même des schémas, c'est très clair. Merci. J'ai beaucoup galéré à écrire ce chapitre. Oui, l'écriture de ce livre, j'aimerais en parler aussi. Mais et puis tu t'appuies sur des choses très sérieuses. Il y a toute la bibliographie. Est-ce que tu peux expliquer donc ce système nerveux? Est-ce que tu peux bien sûr résumer encore plus que ce que tu as fait? Alors, le système nerveux autonome, je précise parce que du coup, c'est une partie du système nerveux, c'est vaste, mais le système nerveux autonome, ce qui est intéressant, c'est vraiment, je me suis penchée sur le travail de Stéphane Porges, j'espère que je le dis bien, et Deb Dana, et Ludovic Leroux en France. Et donc, Stéphane Porges, donc vraiment lui qui a développé la théorie polyvagale, ce sont des personnes qui se sont vraiment intéressées au système nerveux autonome, mais d'un point de vue comportemental. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est qu'ils se sont rendus compte que donc le système nerveux autonome, on connaît généralement, quand on dit ça, tout de suite, peut-être que les spectateurs, les auditeurs, tout de suite, ils se disent, bah oui, sympathique, parasympathique, c'est un peu ce qu'on connaît, tu vois. Et puis de plus en plus, maintenant, on en entend parler sur les réseaux sociaux, fight or flight, fuite ou combat, et sécurité. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pour les gens qui sont dissociés, et beaucoup de gens sont dans ce cas-là, je me rends compte, forcément, dans ma communauté encore plus, parce qu'on attire ce qu'on vit, donc forcément les gens vivent des choses quand même proches de ce que j'ai vécu.
il y a ce fameux mode figement dont on parle très peu. Donc, en tout cas, moi, je n'avais pas entendu parler quand je parlais du système nerveux. Fight or flight, je comprenais, ok. Donc, le combat, c'est quand t'es énervé, par exemple, quand t'es traversé par la colère et que tu vas crier sur quelqu'un, bah voilà, t'es en combat. Et fuite, bah c'est l'évitement. Bon, ça, d'accord, on connaît. Mais moi, j'avais vraiment ce truc d'être dans la procrastination, d'être dans la glu, le truc dont je te parlais. La survie, c'est vraiment ça pour moi. D'être dans ce truc où tu ne peux pas mettre les choses en action. Mais c'est comme T'es un tout le temps handicap fatigué. invisible aussi. En fait, c'est complètement je ça. me dis, on voit très J'avais bien. jamais vu ça comme ça. Non, mais moi, c'est vrai. je me suis souvent dit, mais C'est j'ai un handicap Mais invisible, je c'est te pas jure. possible jusqu'à ce que je comprenne. T'es obligé Ah, de mais comprendre. obligé. Et pardon, je t'ai Non, coupé. non, c'est Donc, hyper intéressant ce que tu dis en plus. Oui, cette procrastination, du coup, C'est on va d'accord, chercher. et à dire, mais attends, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Ouais. Et les autres Et y arrivent. pourtant, on veut, Et ouais, mais on peut pas. c'est pour exactement. C'est pour ça que Jusqu'à ce qu'on mette de la conscience et qu'on mette de l'intention et qu'on aille dans le corps. Et Ouais. c'est pour ça que ça peut pas être une réponse, comment dire ça, je le dis souvent et je remercie mon médecin traitant de m'avoir mis sur cette piste qui m'a dit, on ne peut pas régler un problème physiologique avec un biais cognitif. Mm. Donc quand on veut, on peut, c'est faux. Si ton problème est dans ton système nerveux, et ce qui est le cas, en fait moi j'ai fait le lien dans mon livre, là où, pour moi, ce livre, là où il est intéressant, en toute humilité, quand je dis ça, mais dans le sens que je n'avais pas vu avant, c'est de faire le lien entre les choses en fait. Parce que tu as les informations là, mais en fait, il faut les lier à un moment donné, tu sais. Et tu l'as très très bien Bah, fait. c'était mon Ouais. but, c'était vraiment Ouais. mon but. Parce que en fait, c'est ma vie, en fait. C'est mon cheminement. Mm. C'est pour ça, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment ce truc de, ok, en fait, c'est super intéressant de comprendre le système nerveux. Mais c'est le problème des niches, tu vois. On vit dans une société, et surtout avec les réseaux sociaux, où tout doit être niché. Tout doit être niche, tout doit être... bah non, enfin, si. Mais je veux dire, c'est une sorte de figement aussi. Bref, attends, je reviens à ce que je voulais dire, excuse-moi. Donc Stéphane Porges, ce qu'il explique, c'est que le nerf vague, il parle du nerf vague. Et le nerf vague, on en parle de plus en plus. Je parle notamment de Jean-Marie Desfossés, qui est vraiment fascinant. Moi, j'adore les geeks comme moi. Alors lui, c'est vraiment un geek. Et pareil, qui a eu énormément de problèmes et du coup, qui s'est intéressé au nerf vague. Et c'est fascinant, je vous invite vraiment à découvrir déjà sa chaîne YouTube qui est gratuite. Je fais de la pub, je ne connais pas cette personne, mais il m'a tellement aidée. Sa chaîne YouTube s'appelle Coach Respiration. Ok. Voilà, j'en parle. Et il a écrit un livre qui s'appelle Nerf vague aussi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'étude du nerf vague, c'est dommage, vous pouvez... Bah si, c'est filmé, remarque, on peut... Oui, mais on ceux qui peut seront pas voir. en audio, Voilà, oui. faudra venir sur le... Voilà, en fait, on a un nerf. On Le peut nerf pas. vague, c'est vraiment... Il traverse absolument tout le corps et il régit énormément d'organes dans le corps. Et vraiment, la majorité, en fait, des organes, on peut le dire. Et ce nerf vague, vous avez sans doute déjà entendu parler de lui quand on parle de malaise vagal, par exemple. Ce nerf vague, en fait, si le système nerveux est encombré, vit sa vie tout seul, en fait, est programmé à la survie, c'est vrai que c'est difficile d'en parler comme ça. Mais c'est un sacré exercice. Non, mais c'est bien. Si ce système autonome est réglé à la survie, le nerf vague va comme se bloquer, tu sais, un peu comme s'il se rouillait plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Comme une voiture où tu n'as pas mis d'huile depuis longtemps, en fait. C'est vraiment ça. Ça glisse plus. C'est vraiment ça, encombré. Un peu comme, vous savez, j'adore faire j'en fais beaucoup d'ailleurs dans mon livre, des images parce que je trouve que c'est très parlant. Un peu comme, tu sais, sur le périph' quand c'est bouché. Sur le périph. Et que du coup, tu peux plus avancer parce que voilà, ça glisse plus. Donc, t'es dans ta voiture et tu fais... Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Bah, tu uses encore plus de l'essence, quoi. D'essence. Tu vois, ouais. Bah, du coup, tu uses encore plus d'essence parce que là, c'est un peu la même chose. Toi, tu brûles ton énergie à ne rien faire parce qu'en fait, c'est comme si ton système à l'intérieur, en fait, ne fonctionnait plus de manière optimale. Mais c'est même pas optimal. C'est au-delà de pas optimal. C'est que il est figé. Il est en figement. Est-ce que c'est clair ce que je dis, Candice, ou pas? Toi qui as lu le livre. Oui, c'est clair, c'est clair. Et après, les gens, de toute façon, qui veulent encore plus rentrer en détail, ils Bien peuvent sûr. lire le livre, mais c'est très clair. Tu vois, mais c'est ça. C'est qu'en fait, ça, quand tu comprends ça, en fait, aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est mon premier chapitre. Les traumas sont logés dans le corps. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut faire un bourrage de crâne pour changer le conditionnement, parce que tout le monde pense qu'ils vont aller chez le psy et qu'ils vont régler un trauma, mais non. Justement, le Ouais. psy, c'est toujours un complément, en fait. Puisqu'il y a finalement 20% à... Tu te rends compte? Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à ressentir. Bien sûr. Bien sûr, donc ça aide, attention, oui.
Oui, je parce voulais pas que dire ça. moi, je suis passée par... Et je continue, Moi aussi. voilà, toi aussi, tu le dis dans le livre. Donc, c'est complémentaire, en fait. Mais il ne faut pas oublier le corps, en fait. C'est ça que tu expliques bien. Et j'aimerais quand même rassurer les gens, parce que moi, au début, quand j'ai commencé à entendre parler du système nerveux, j'étais là, oh là là, mais ça a l'air compliqué. J'en ai pour des années, il va falloir que je fasse ci, je fasse ça. Je veux tout de suite dire aux gens, c'est simple, ne croyez pas que c'est compliqué de réguler son système nerveux. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des formations à 1000 € ou je sais pas quoi. Non, c'est simplement réapprendre, se réapproprier, réapprendre à respirer, réapprendre à faire circuler l'énergie. Donc, il y a plein de pratiques énergétiques. Que tu donnes d'ailleurs, Bien tu donnes sûr. des exercices dans le livre. Mais bien sûr. Hyper simple. Voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est une régularité, c'est vraiment refaire partir la machine. Voyez ça comme la voiture. C'est pour ça que je vous prends cet exemple. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas être de la magie du jour au lendemain où vous allez changer. Bien sûr, il y a plein d'exercices somatiques. Et somatique, c'est vraiment le fait de revenir dans son corps, etc. Justement, de mettre de la conscience dans ton corps. Mais pratiquer le yoga, pratiquer le pilate, c'est pas pour rien que inconsciemment, t'as vu, c'est marrant. Il y a eu les gens, tout le monde dit ah bah c'est la mode, bah c'est pas pour rien en fait. Oui. C'est parce que les gens d'un coup ils se sont rendus compte que ça leur faisait du bien, mais ils n'ont pas mis des mots dessus. Mais ce n'est pas pour rien. C'est qu'en fait il y a des vrais bienfaits. Mais incroyable, assez pratique en fait. Et comme la méditation aussi. Donc, Absolument. on s'est rencontrés au séminaire de Joe Dispenza. Absolument. Moi, ça fait plusieurs mois que je médite tous les jours. Toi aussi. Alors, c'est pas dans le livre, c'est sur une vidéo sur en Instagram, je crois, ou dans le livre, je sais plus. Tu dis que tu médites aussi Si, matin j'ai tout un et chapitre. soir. C'est dans le livre. J'ai Ouais. fait exprès parce que moi ça a changé ma vie comme toi. Ouais, voilà. Et donc, Joe Dispenza dit qu'on peut tout reprogrammer à l'intérieur. Incroyable. Mais c'est un engagement, c'est pas magique comme tu dis. Exactement. Et c'est là où l'amour de soi aussi, c'est ça. T'as vu ce qu'il dit ? Il dit aimez-vous assez pour le faire. Voilà. J'adore à chaque Aimez-vous fois qu'il s'agit assez des pour... frissons. ouais. Il est trop chou. Et toi, ça a aussi... Et je me suis posé la question à un moment donné... Ouais, il est trop chaud. Non, pardon, je me suis rendu compte que des fois je dis des choses. Tu sais, je l'ai dit à haute voix. Je suis là. C'est beau, mais c'est Je sais bien. pas s'il fallait dire à haute voix ça. Mais, Tout va bien. ces méditations-là, en fait, qu'est-ce que j'allais dire Ah, du pardon. coup, non, c'est bon, t'inquiète pas. Enfin, c'est... Voilà. Moi, je ne Mince. saurais que conseiller, mais chacun ses outils. Tu voulais dire un truc. T'inquiète pas. Bon, ça va. Non, je parlais des méditations pour partager avec les gens, en fait, le travail de Joe Dispenza. Et après, chacun trouve ses outils. C'est ça, en fait, aussi. Et c'est là où toi, tu partages les tiens. Voilà. Et après, voilà. Je précise quelque chose, comme on parlait du système nerveux juste avant, qui est très important et qui aide beaucoup à déculpabiliser. Où moi, j'ai fait ah, mais c'est pour ça. Parce qu'en fait, j'avais une intuition, Candice, mais vraiment, j'avais l'intuition. Je connaissais déjà le travail de Joe Dispenza et je voyais les miracles. Je pense qu'on peut parler de miracles quand on parle. Mais c'est pas lui, d'ailleurs. C'est vraiment, faut aller voir les success stories des gens. Ouais, Mais moi, sur son mais YouTube, sur la chaîne Joe Dispenza, allez voir, plein de testimonials. mais pas que lui. Déjà Ouais. dans ces trucs. Mais quand tu regardes aussi les success stories de manifestations, les gens qui ont découvert Neville Goddard, il y a plein de choses. Ce que je veux dire, c'est que aller voir, se nourrir de success stories, ça permet de convaincre son subconscient, Oui. de le choquer un peu et de lui dire regarde, c'est possible. Parce que lui, il va te dire, parce que tu sais, toi, nous, on s'identifie à nos croyances limitantes. Ça repousse les limites Mais en ouais, fait de ce qui est exactement. possible. Mais même dans le business, dans tout en fait. Exactement. Moi je me suis toujours nourrie de gens Exactement. qui étaient C'est ce qu'il dit, t'as vu, c'est ce qu'il dit de faire dans Rompre avec soi-même. Il dit prenez des gens que vous admirez dans votre domaine pour le business justement et imaginez-vous, non pas pour copier, tu vois, c'est justement bypasser la jalousie, aller au-delà de ces trucs-là, de très capitalistes finalement, de vouloir, tu sais, se marcher les uns sur les autres. Non, il y a l'abondance est infinie. Et elle est là pour tous, puisque tout le monde est Dieu. Enfin, tout le monde a Dieu en lui. Peut-être c'est moins choquant de le dire comme ça, parce que c'est pas égotique quand je dis tout le monde est Dieu, c'est vraiment cette force divine, elle est à l'intérieur de nous, en fait. Et elle est concrètement à l'intérieur de nous. Pourquoi le système nerveux c'est si important ? Je voulais revenir là-dessus par rapport à la méditation. Le système nerveux autonome, c'est grâce à ce nerf vague et grâce à ce système nerveux autonome que notre cœur bat. C'est grâce à ce système autonome que l'on respire. Mais tu vois, en fait, comment on peut ne pas comprendre que Dieu est à l'intérieur de nous quand on est capable de respirer sans tu vois ce que on se dit pas faut que je respire. Tu comprends ce que je veux dire ? On se dit pas, attends, 2 secondes, faut que je fasse battre mon cœur. Attends 2 secondes. Et je sais pas, tu vois, les femmes donnent la vie à un enfant. Et tu vois, non, mais pour te dire, c'est fou quand même. Moi aujourd'hui,
Mais j'ai toujours trouvé ça bizarre que les gens soient complètement déconnectés du divin à ce point-là. Parce que comment on peut se dire Dieu est à l'extérieur de moi, par contre moi je suis capable de créer un enfant à l'intérieur de moi. Ouais, les conditionnements encore une fois. C'est les conditionnements, parce qu'on te dit oui c'est comme ça qu'on fait un enfant. Mais en fait on est déconnecté de la magie qu'il y a derrière ça en fait, c'est ce que je veux dire. Tu comprends ? Ah oui. Et excuse-moi, je fais une digression, mais quand même, donc ce système nerveux autonome, s'il est complètement en mode survie, tu ne vas pas pouvoir méditer. J'en parle dans mon livre d'ailleurs. Oui. Parce que si tu es en figement et que tu fermes les yeux, et ça il l'explique très bien aussi, Joe Dispenza, enfin je sais pas si c'est lui d'ailleurs qui l'explique. Ça me dit rien, mais regarde, quand tu fermes les yeux, comme ça, tu fermes les yeux, si tu es en survie, c'est-à-dire si tu es en hypervigilance, en tout cas, si tu es en survie, tu es en hypervigilance. Si tu es en hypervigilance, et que tu fermes les yeux pour méditer, tu ne peux pas, tu vas être... Non mais attends, inconsciemment bien sûr, comme un animal, on est des animaux, on a cette espèce d'instinct de survie qui va te dire, si je ferme les yeux, je peux pas, j'ai pas le temps, Et donc en fait, tu vas être dans tes ondes cérébrales, tu vas être complètement en bêta plus, là, exactement, et tu vas pas pouvoir en fait méditer. Donc voilà pourquoi je préconise dans mon livre par exemple, moi c'était mon cas. Je savais que c'était la clé de méditer. Je savais que je pouvais faire des miracles avec la méditation. Mais concrètement, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et je me disais, mais c'est pas possible, je suis pas une flemmarde, j'ai la volonté. Et donc, j'ai d'abord commencé par... Ça a été... Vraiment, c'est pour ça que je commence comme ça dans mon livre. Ça a été la base de tout. C'est que j'ai d'abord commencé à apprendre à réguler mon système nerveux. J'ai fait des pratiques énergétiques comme le Qigong, mais vous pouvez très bien en faire d'autres. Vous pouvez très bien faire du yoga. La respiration. Bien sûr, le breathwork, c'est génial. Mais même sans parler de breathwork, vous pouvez juste... Mais ça, vraiment, juste ça a changé ma vie, c'est de faire du 5-5-5 là, tu sais. Oui, c'est la cohérence cohérence basique. La cohérence basique, tu le fais matin, midi et soir, pendant une semaine. Mais c'est tout. C'est pour ça que je dis c'est tout. C'est important de comprendre comment fonctionne le système nerveux, je trouve, parce que quand tu sais, du coup, tu t'identifies plus à tes comportements, en fait. T'es plus dans la psychologie des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu peux évoluer spirituellement, je trouve, quand tu te détaches de ça. Mais... Surtout, ce qui est important, c'est que si vous n'arrivez pas à méditer, c'est pas forcément que vous êtes flemmard. Et il y a cette phrase aussi de Joe Dispenza, je n'en parle pas dans le livre, mais je me permets d'en parler ici parce que je trouve ça génial. Là, vraiment, quand il a dit ça, j'ai fait, mais ça m'a fait un déclic de ouf. Il dit, vous savez, si vous dites, voilà, moi je vous préconise de méditer 1 heure par jour à peu près. C'est ce qui est bien en fait. Ça te permet vraiment de trouver. Il n'y a pas de timer, mais c'est bien de méditer 1 heure par jour, quoi. Moins c'est quand même pas énorme et puis plus, bon bah c'est super. Mais si vous avez le temps, c'est super. Si vous vous dites vraiment que vous n'avez pas le temps ou vous y arrivez vraiment pas, bah là, tu sais ce que je veux dire. Non, vas-y. Bah là, méditez 2 heures. Et bah là, méditer 2 heures. Parce qu'en fait, je trouve ça génial. Bah parce qu'en fait, ça, et il avait commencé comme ça en Suisse, et je trouve ça génial parce qu'en fait, effectivement, ce qu'il veut dire, c'est que si tu te dis que t'as pas le temps, c'est vraiment qu'il faut que tu te mettes à la méditation. Parce qu'en fait, maintenant, c'est ma priorité absolue dans tout. C'est très, très, très rare que je le fasse pas. Parce qu'en fait, quand tu comprends que c'est comme ça que tu peux absolument tout vivre dans ta vie, qu'il n'y a aucune limite à rien, mais pourquoi quand tu es convaincu en fait, et il le dit ça aussi, si vous étiez convaincu, exactement. En fait, si vous saviez, c'est ça. C'est pour ça qu'il partage tous ces témoignages et que les gens en parlent parce qu'il y a pas, c'est une certitude en fait. Moi je le sais maintenant. Moi il n'y a pas un jour où je passe sans méditer, ou en tout cas si vraiment je peux pas méditer parce que je suis malade par exemple, j'ai 42 fièvre, c'est vrai que c'est compliqué. Et encore, tu peux le faire allonger, écouter. Tu peux le faire allonger, voilà. Ou tu peux simplement, moi ce que je fais, c'est je vais écrire. Je vais faire du journaling, ce qu'on appelle faire du journaling. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un jour où je ne mets pas, où je ne communique pas avec cette force à l'intérieur de moi, le subconscient, Dieu, l'univers, peu importe comment tu l'appelles. Il n'y a pas un jour. En fait, sinon on retombe dans la dissociation, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, ce dont je voulais parler, c'est en fait, je me suis posé la question à un moment donné, puisque tout se joue dans l'instant présent. Qu'on peut, en étant présent à soi, dans la conscience, en fait, dissiper en fait les choses. Alors, oui, ça peut être par la méditation, etc. Je me suis posé la question, est-ce que vraiment pour autant, tu vois, aller voir un psychologue ou effectivement aller comprendre pourquoi, etc. Et pourtant, je continue à le faire, tu vois. C'est complémentaire et ça fait du bien d'être entendu. Mais, tu vois, il y a cette... Encore une fois, la voix est personnelle et propre à chacun, mais en tout cas, peut-être
là, je vais répondre directement à ma question, mais c'est d'avoir conscience que tout se joue finalement aussi à l'instant et que c'est très important de ne pas passer, oui, encore une fois, que par le mental, la compréhension du pourquoi, du comment. Voilà. Enfin, voilà, je sais pas. Ouais. Si, je vois très bien ce que tu veux dire, bien sûr. En fait, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai passé beaucoup de temps, en fait, et j'ai passé mon temps à étudier, en fait. Après, tu vois, je te disais, mon père, je viens vraiment d'une famille de chercheurs. Oui. Donc, si tu veux, j'ai vraiment, dans mes conditionnements positifs, ça, c'est génial, parce que mon père, c'était vraiment un chercheur, et ma mère aussi, d'ailleurs. Mais on voit dans le livre, là. Bah ouais. Non, mais tu vois, il y a vraiment ce truc où moi, vraiment, l'éveil, ça a été une recherche aussi scientifique. Une quête. Voilà, une quête. Ouais. Non, mais aussi intellectuelle, tu vois. Je disais toujours, j'ai dit à mon éditrice qui me disait, c'est peut-être un peu ambitieux quand même d'écrire ça. Et je lui disais, mais moi j'ai beaucoup d'ambition intellectuelle parce que en plus pour le coup j'ai ces capacités dans mon ADN. Bon après on va pas rentrer dans les détails. On peut tout. Vous verrez, j'en parle aussi. On peut aller toquer à la porte de tous les potentiels dans l'ADN, mais en tout cas, moi, dans l'ADN présent, j'avais ce truc-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai découvert le travail d'une psychiatre. C'est une psychiatre qui s'appelle Adeline Gardinier, qui parlait justement des liens d'âme spécifiques dont on parlait tout à l'heure, c'est comme ça que je l'ai connue. Et elle est géniale, cette femme. Cette femme, pour moi, c'est vraiment la supraconscience, quoi. C'est une psychiatre qui a étudié la Bible d'un point de vue vraiment d'une psychiatre. Et elle, quand je dis psychiatre, c'est vraiment elle travaillait à l'hôpital psychiatrique avec des gens qui étaient vraiment dans des grandes détresses, ce qu'on appelle les maladies psychiatriques, tu vois, avec des personnes comme ça. C'est hyper intéressant, du coup. Et elle, ce dont elle parle, dans le fait d'échanger avec un psychologue ou avec un psychiatre, elle parle d'élaboration. Et je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'en fait, tu sais, il dit ça aussi, Dr. Joe, il dit tout le temps, la connaissance est ce qui précède l'expérience. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu vas pas aller chercher de nouvelles, si tu ne comprends pas quelque chose, tu restes dans le connu. D'aller élaborer avec quelqu'un d'autre, ça te permet de sortir de ce que tu connais et d'avoir une autre perception des choses. Donc tu vois, c'est très important à faire. Ouais, j'aime cet éclairage. T'as vu ? Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fini. Je me suis posé la même question que toi. Ouais. Et en fait, effectivement, il y a une différence entre ressasser, et là, effectivement, c'est pas pertinent, et entre élaborer. Tu vois la différence ? Ouais. Et c'est pas jouer avec les mots, c'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est que, par exemple, tu sais, quand t'appelles une copine... Moi, je faisais beaucoup de ça. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps, d'ailleurs, que je faisais ça, et c'est pour ça que je restais dans mes schémas. Par exemple, j'avais vraiment un truc dont je n'avais pas conscience, c'est que j'appelais tout le temps ma mère pour me plaindre. Dès que j'avais un petit bobo. Mais tu vois, ça, c'était vraiment mon conditionnement d'enfant malade. Parce que ma mère, elle avait toujours... C'est hyper intime ce que je vous dis, mais je m'en fiche parce que ça va peut-être vous aider. Et tu vois, j'ai élaboré plein de trucs, mais ça, je l'avais pas du tout... Là, c'est vraiment récent. Je me suis rendu compte... Donc, tu vois, je me suis... Mais c'est... Ouais, vas-y. C'est marrant, je me suis dit un peu la même chose, genre ce que tu dis là, très proche de ma mère, etc. Mais parce que aussi, moi, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais du mal à être en lien avec mes émotions et que du coup, je voulais lui redonner. Parce qu'en fait, hyper intéressant. Ouais, il y a aussi cette... c'est drôle que c'est intéressant. Tu partages ça, c'est ok, hein, je pense qu'on n'est pas les seuls. Non, bon, mais en plus, moi, j'ai vraiment... Je ne m'identifie plus à ça, littéralement. Mais tu vois, là, c'était hyper intéressant parce que du coup, j'ai fait, mais attends, je comprends pas... Là, en fait, je me suis dit, là, je l'appelle pour nourrir la version de moi qui a besoin de se plaindre. Tu vois, pour rester dans les trucs des... Et là, je fais, mais c'est génial. En fait, je vois que je suis en train de continuer de le créer. Et je continue de le faire exister, en tout cas. Tu vois, et c'est ça qui est passionnant. Alors que la discussion qu'on a, par exemple, là, on pourrait se dire aussi, bah, ça sert à rien si tout se joue dans l'instant présent. Bah non. Parce qu'en fait, on élabore ensemble pour se donner des clés. Et t'as vu même, c'est un échange. Parce que toi, ce que tu viens de me dire, je fais, ah ouais, j'avais pas vu ça. Ah ouais. Et t'as vu, c'est passionnant de... Oui. Tu sais, tu passes une soirée avec des copines. T'as différents angles de vue qui nourrissent, en fait. Et comme toi, ce que tu partages sur les réseaux, en fait, c'est ton parcours, c'est ce que toi tu vis. Il n'y a pas de vérité, mais comme ça, chacun peut trouver sa propre vérité, construire les choses. Et c'est un jeu. Exactement. En fait, et tu vois, même quand on parle de la difficile, corrégulation, ça, c'est hyper intéressant aussi quand j'ai découvert ça. Oui. La corrégulation. Avec son psy, notamment, c'est ce qui se passe quand on est avec un sophrologue ou quoi. Ça, je l'ai appris aussi. Enfin, vas-y, explique pour ceux qui connaissent pas. Ah oui, la corrégulation, c'est vraiment le fait de... ça, c'est vraiment le système nerveux. La théorie polyvagale, c'est un des piliers de la théorie polyvagale qui s'appelle la corrégulation. Et on se rend compte, mais ça, on le fait sans s'en rendre compte. Par exemple, quand tu vas pas bien, t'appelles une amie.
et cette amie, elle va te calmer. C'est ça la co-régulation, c'est qu'elle va être Ou alors, sécure. Ça s'appelle la dérégulation du coup. Ça peut Non, la aller co-régulation c'est que positif, c'est hyper Ouais. important. D'ailleurs, heureusement j'ai pu le changer Ah. à temps. Ouais. Dans mon livre, tu me fais douter du Non, coup. non, Je suis non, sûre pas que c'est du bon. tout, je Je l'ai vérifié. Non, c'est bon, je l'avais vérifié avant, mais je l'ai changé à la dernière minute. Enfin, on s'en fiche, ça pourrait presque être un détail, mais c'est important quand même parce que vraiment la co-régulation, c'est vraiment le fait de se remonter vers le dans un mode sécure, c'est-à-dire en sécurité. Et c'est vraiment exactement ce que j'ai expliqué avec ma mère. C'est que ça va pas, j'appelle ma mère et ma mère elle me calme. Elle te donc, régule donc aussi. c'est Voilà. aussi ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance d'avoir ça avec leurs parents, donc ils vont voir un psy. Donc vraiment c'est Et après hyper... d'être bien Attends, entouré, mais et toujours pareil Et de choisir. Voilà. mais c'est super important C'est vrai. d'aller voir un psy. Je dis juste que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément suffisant. Par exemple, mais ça, il y a beaucoup d'études qui le montrent. Quelqu'un qui souffre d'un PTSD comme moi, enfin d'un SSPT en français, pardon, d'un syndrome du stress post-traumatique, ce qui était mon cas, c'est très très mal connu encore aujourd'hui. Et ça vraiment, ça c'est pas possible. Un psy, ça ne suffit pas. Là, c'est pas de leur faute. C'est juste que là, c'est vraiment physiologique. C'est Et vraiment tout ça, voilà. tu donnes Tout ça, vraiment je donne, des ouais. clés pour les gens qui Les voilà, clés que ont j'avais pas, en vécu, fait. ça- C'est tout le ça. temps que j'ai perdu. Bah, j'espère le faire gagner aux gens qui liront mon livre. Oui. Et je pense que d'ailleurs, tu as des premiers retours Ouais. sur ce livre. Qui m'ont dit ça. J'étais là, mais je l'ai vraiment créé, parce que c'est vraiment, je suis mon intention. C'était là, et vraiment, je sais que c'était ambitieux dans le sens où vraiment, je me suis vraiment donnée, dans le sens où j'ai vraiment énormément travaillé. Moi, je vois le Ah, mais non, travail. je Je me suis dit, mon C'est- Dieu, ouais. moi qui passe par ce même chemin, je n'aurais pas été capable si, de t'aurais été capable. d'écrire. Mais moi, je t'étais persuadée que je fais n'étais le pas capable. podcast, mais Oui, non, mais tu c'est- aurais été capable. Je te le dis, oui, c'est mais t'as important. ce côté aussi, voilà, comme tu dis, très intellectuel voilà, d'arriver à C'est vrai que c'est une facilité. à expliquer aussi les choses, tu vois. Tout à l'heure, je disais, quelles sont les C'est deux bien. choses C'est bien. quelles sont les deux choses qui ont déclenché ton éveil? Donc, tu as parlé du lien d'âme. Ouais, tout à fait. Et en fait, peut-être une deuxième chose qui peut parler aussi à beaucoup de femmes, j'aimerais bien que tu en parles avec tes mots. Tu vois ce que je veux dire? Là, je retourne vraiment très, excuse-moi, très tout en à arrière. l'heure. Mais c'est vrai, tout à l'heure. Mais non, mais parce qu'en plus, tout à l'heure, je t'ai dit, mais non, c'était le premier, C'est pas t'avais grave, raison. allons-y. Tu C'est m'as pas grave, contredit, ça t'es arrive, gentil. ça arrive comme ça. Je croyais que tu parlais de mon père, mais non, mais t'as raison, en fait. C'est le premier truc. Non, t'as Parce raison. que je pense que C'est hyper j'aimerais que t'en important. parles parce que Bah oui. ça touche beaucoup de femmes. Bien sûr, bien enfin, sûr. Chacune à sa Si, manière. c'est hyper mais- important. Et en Ok. plus, aujourd'hui, je suis complètement OK d'en parler. Donc je résume pour Ouais. revenir en arrière. Oui. Je te demandais quels étaient les deux événements majeurs qui avaient déclenché donc ton parcours, voilà, cette guérison. Donc tu parlais d'une rencontre de lien d'âme, un lien d'âme très fort. Et la deuxième chose qui est arrivée avant d'ailleurs. Et oui, excuse-moi, tout à fait. Et ben la première chose en fait qui a été le déclenchement en fait de mon chemin de guérison. Ça n'a pas du tout été un truc vers le chemin de la spiritualité. La rencontre d'âme, ça a vraiment été vers la spiritualité. Et cette chose-là, c'est vraiment lié à la guérison. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que donc moi mon rêve, ça avait toujours été d'être maman, d'être maman. Et d'ailleurs dans le transgénérationnel, c'est marrant parce que ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Non mais c'est intéressant, tu vois. Ben, Elle était stérile, soi-disant. Et donc elle a tout fait pour avoir un enfant. Elle a fini par nous avoir. Et donc moi, pareil, on me dit que je ne peux pas avoir d'enfant. Je vais voir un acupuncteur que j'aime beaucoup, qui nous accompagne tous dans notre famille, voilà, et qui en 3 séances, je suis tombée enceinte grâce à lui. Alors que vraiment on me dit, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais une endométriose très très sévère. Mais en fait, tout ce que j'avais vécu dans l'hôpital se manifestait de toutes ces manières-là, en fait, Oui. tu vois. Voilà, les traumas s'exprimaient à travers ce corps-là. Et donc mon rêve, c'était de tomber enceinte. Et donc je tombe enceinte, et là, je ne peux pas garder l'enfant. Et vraiment, d'ailleurs, quand je racontais ça aux gens, ils disaient, bah si, t'as le choix. Quand on veut, on peut. Et je fais, mais non, je ne peux pas le garder. Et vraiment, c'est que mon corps le rejetait. J'ai avorté, je dis le mot, j'ai avorté. Mais je dis mais derrière, j'ai avorté, c'est un fait. Mais c'est pas du tout. Moi, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose que je n'ai pas choisi. Et ça peut paraître contradictoire, mais c'est exactement pour ça que le sous-titre s'appelle Réconcilier le corps et l'esprit, parce qu'en fait, il y avait la partie de mon... Donc la dissociation s'est révélée à ce moment-là, en fait, si tu veux. Parce que vraiment, mon corps le rejetait. Je sentais vraiment l'urgence de ne pas garder... Je n'avais pas de place pour créer la vie dans mon corps. Impossible. Et c'est là où tout a commencé. Cet acupuncteur... Donc vraiment, je suis allée... J'avais honte de le dire. J'avais honte, bah t'imagines.
J'ai tout fait pour tomber enceinte et donc j'avais une honte terrible. Ça s'est très mal passé avec mon conjoint de l'époque qui était dans l'incompréhension. Tout le monde était dans l'incompréhension, ce qui est tout à fait normal. Et en plus, moi, je me suis pas du tout sentie... Enfin, tu sais, du coup, je ne me suis pas du tout sentie soutenue par lui. C'est de sa faute à lui, c'est de la faute des autres, c'est de la faute de... C'est injuste. Enfin, j'étais vraiment dans une incompréhension de moi-même, en fait. J'étais là, qu'est-ce qui se passe ? Qui suis-je ? Et vraiment, c'est là où je me suis dit... Et là, c'est le premier gros choc, quoi. Là, il me dit, dit... il y a quelque chose qui cloche. Ah bah, il y a oui, vraiment... te dit... Ouais, il me dit, Elisa, il faut vraiment... Je lui dis, écoute, Karl, je suis désolée. Je m'excuse, en fait, auprès de lui. Je suis désolée. Je sais que tu as tout fait pour que je tombe enceinte. Je suis tombée enceinte. Et là, j'ai avorté. Et là, il m'a vraiment regardée, mais sans jugement, hein, bien sûr, c'est important de le dire. Il m'a dit, Elisa, il faut absolument que tu ailles voir ton enfant intérieur. Là, tu t'es obligée de commencer une psychothérapie. C'est là que j'ai commencé ma psychothérapie. Heureusement, avec une psy qui est géniale d'ailleurs, qui était jungienne, très important. Petit clin d'œil, tu vois, la conscience a été déjà là en mode, elle savait, tu vois, la vie, elle savait où elle allait m'amener après, derrière, tu vois, genre, elle m'a pas amené. Tout est parfait. Tout est parfait. Et si tu veux, vraiment, ça a été vraiment, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible. C'est comme si j'avais 2 personnes. C'est comme si j'étais 2 moi. Il y a le moi qui veut quelque chose, qui a une volonté, et il y a le moi qui fait sa vie, quoi, tout seul, quoi. Et donc, vraiment, ça a été terrible, hein, pour moi, parce que... Mais heureusement, au final, que j'ai vécu ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la culpabilité, je sais ce que c'est, quoi. Bon, je l'avais déjà ressenti à d'autres moments dans ma vie, mais la honte et la culpabilité, c'est très important. Je pourrais faire un livre que là-dessus et je pense que je le ferai un jour. Mais ça fait merci de partager ça, parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui ça fait du bien d'entendre ça. Mais attends, mais surtout que les femmes, elles se font... Enfin, excuse-moi, mais là, c'est vraiment important d'en parler parce que les femmes, d'un côté... Toute leur vie, elles ont une charge mentale incroyable parce qu'elles portent la vie, parce que, etc. Et en plus, la plupart... Enfin, moi, je te le dis en accompagnement, je le vois bien. Je peux pas dire 100% des femmes parce que je peux pas le dire 100% parce que je peux pas le dire parce que j'en sais rien. Mais allez, 98% des femmes que j'accompagne, non, 100% des femmes que j'accompagne, on subit des abus d'une manière ou d'une autre dans leur vie. Oui, on est toujours... T'es d'accord ? Oui, je suis totalement d'accord. Et en plus toutes celles qui ont oublié aussi. Et ça, j'en parle. Oui. J'en parle parce que ce qu'on appelle la honte toxique, la culpabilité de... Et en plus, t'as la culpabilité. Tu te fais agresser, abuser d'une manière ou d'une autre. Et en plus de ça, tu portes la culpabilité de t'être fait agresser. Parce que tout est à l'envers dans cette société. Mais c'est intéressant de se rendre compte comment en fait, en rentrant à l'intérieur de toi et en faisant ce travail, c'est comme ça qu'on va changer ça, on pourrait faire un podcast entier là-dessus, on va pas se perdre là-dedans, mais... moi aussi, hein, j'aurais plein de choses et tout, mais je crois que ça va bientôt faire une heure pour discuter. Non, mais voilà, mais j'en suis qu'à la moitié de ce que je voulais. Ah mince, mais non, mais la culpabilité, ce que je veux dire, c'est que, mesdames qui nous écoutez, la culpabilité, vraiment, je sais que ça suffit pas de dire arrêtez de culpabiliser, mais dans le sens où plus vite vous vous libérerez de... Vraiment, je pense que la culpabilité, c'est un des plus gros poisons qui nous empoisonne le plus. Voilà. Donc moi, vraiment, depuis que je me suis libérée de la culpabilité, je peux vous dire que... Après, c'est un chemin pour chacun de trouver, mais en tout cas, avec l'intention, en tout cas, d'avoir conscience de ça. Déjà, ça commence par ça. Exactement. Tu disais tout à l'heure que donc, tu accompagnes aussi des femmes, voilà... On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais donc en fait tout ce travail, cet accompagnement avec les femmes, ce que tu partages, ce livre, tu l'as un peu dit, ça a été quelque chose d'important à écrire. Voilà, j'imagine qu'il a fallu faire preuve de courage pour pas se débiner, je sais pas si face à la peur, aux résistances, etc. Merci d'être allé au bout, vraiment. Je ressens ce que ça fait et donc, ce livre, tout ça pour dire tout ce que ton travail, en fait, pour se rappeler, en fait, qui nous sommes et que nous sommes capables d'alchimiser toutes les expériences que tu as partagées. Et merci aussi pour cette vulnérabilité. On fait, en fait, ce que tu es aujourd'hui et tu as réussi, en fait, d'expériences douloureuses et très, très compliquées à en faire énormément de lumière. Est-ce que... j'aurais tellement d'autres choses à dire, mais page 128, tu dis que c'est en incarnant pleinement notre humanité qu'on peut incarner le divin. Je pense que ça résume très très bien ça me donne envie de pleurer les choses. Ouais. Ah, j'adore ce chapitre, c'est le chapitre 8, sur la gnose.
Et est-ce que tu veux rajouter là quelque chose d'autre? Parce que sur cette phrase, pour expliquer peut-être un peu plus, ou est-ce qu'on... Oui, on prend le temps. Sur l'humanité voilà. C'est très intéressant. En fait, c'est très intéressant. Merci d'avoir pris le temps pour ce point-là, parce que pour moi, il est très important. Et j'ai nommé ce chapitre pleinement humain, pleinement divin, qui n'est pas tout à fait de moi, parce que c'est dans ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, les très peu de pages qu'on a retrouvées de l'évangile de Marie, qui est Marie-Madeleine dans ce qu'on connaît qui était une apôtre, qui a été d'ailleurs... bon, là, vraiment, on pourrait faire tout un autre truc, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que symboliquement, c'est une femme. C'est la seule femme dans les apôtres qui enseignait. C'est la seule qui a été effacée de l'histoire. Ce n'est pas pour rien que tout le monde est passionné par l'histoire de Marie-Madeleine. Et en même temps, c'est la seule qui a amené l'enseignement complet du Christ. Et quand je parle d'enseignement complet, c'est l'enseignement global du corps et de l'esprit, de l'ego et de l'âme. Et d'ailleurs, elle parle des... Ça, je ne l'ai pas développé parce que je l'ai compris après, mais tout est juste. Elle parle des pouvoirs de l'ego. C'est très intéressant. Mais ça m'a sauté aux yeux, d'un coup, je fais, mais... Encore une couche. Ouais, encore une couche. En fait, les pouvoirs de l'ego. C'est-à-dire que tu peux alchimiser. L'énergie est neutre par nature. L'ego, c'est simplement l'identification au conditionnement, si tu veux. Donc c'est la survie. L'ego, c'est la survie. On pourrait le dire comme ça par rapport au livre. Et l'ego, il va te dire tu n'es pas capable, etc. Parce qu'il ne connaît pas autre chose. C'est tout. Il n'y a pas à tuer l'ego. J'ai tout un chapitre où j'en parle. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans de nombreuses traditions spirituelles, on nous coupe de notre corps, j'en parle, t'as vu? On nous coupe de notre corps. On nous dit il faut jeûner, il faut pendant tant de jours aller au-delà de la soif, au-delà de ceci, au-delà de cela. Même dans la spiritualité 2.0 d'aujourd'hui, on nous dit aussi il faut arrêter. Il y a beaucoup d'injonctions. Tu parles des déviances, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de la spiritualité aussi et des pièges. J'ai fait exprès de ne pas parler de ça spiritualité New Age parce que ça m'agace aussi. C'est une autre façon de diviser, encore une fois. Non, de toute façon, tout est juste et tout chemin a sa place. Et moi, je veux vraiment pas tomber dans le piège de dénoncer. Sinon, on fait de la politique. Tu vois ce que je veux dire? Et on retombe dans la dualité éternellement, tu vois. Et on dit l'autre, ce qu'il fait, c'est pas bien, et moi, ce que je fais... Et là, on fait quoi? On nourrit, comme dirait Dr Joe, l'ancien moi, tu vois, celui qui est accro aux émotions négatives et à la dualité. Et on nourrit l'ego, dans le sens où celui qui se croit séparé. Voilà. Pleinement humain, pleinement divin, c'est quoi? Pour revenir à ce que tu disais, c'est le fait d'être pleinement incarné dans son corps, donc réconcilié avec son corps. Voilà. Réconcilier avec son corps, c'est aussi profiter des plaisirs terrestres. Donc, tu vois, moi, quand j'ai commencé mon chemin, dans les égrégores de lien d'âme, laisse tomber, c'était vraiment quand même genre, faut arrêter de boire, sinon l'autre il reviendra pas, faut arrêter de fumer. Enfin, toi aussi, t'as entendu des vidéos comme ça? J'ai entendu. Mais quel enfer. Et j'étais là, mais quoi? Mais je comprends pas. Mais il y a même pas besoin d'être dans cet égrégore-là, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup la spiritualité, oui, on boit pas. Voilà, c'est ça. Faut être végane. Je suis désolée de vous choquer, mais moi, je ne crois pas. Je crois vraiment à ce qui est vraiment naturel. Et vraiment, hein. Mais après, je ne veux choquer personne et je ne veux pas dire que c'est vrai ce que je dis, c'est ma vérité. Mais ce qui est certain, c'est de se réconcilier aussi avec la joie. Parce que comment tu veux, finalement, retrouver Dieu, c'est retrouver la joie, c'est retrouver l'enfant intérieur. Et c'est ça que je voulais dire au début quand je t'ai vu la première fois. J'ai senti la joie en toi. Et pour moi, maintenant, la joie sur une personne, pour moi, c'est comme un check que la personne a... Tu vois? Parce que dans la spiritualité, les gens qui n'émanent pas de joie, pour moi, je me dis, j'ai pas envie de les suivre, en fait. Mais je vois tellement que je suis comme toi. Tu vois? Et je me suis dit, ah ouais, elle a peut-être compris quelque chose, là. Parce qu'elle émane quelque chose qui est du divin, en fait. Mais parce que tu m'as vu, en plus, sauter partout dans les... Je vois très bien les chansons de Joe Dispenza où on était en train de sauter partout. Mais il a tout compris. Regarde, lui, il va te faire le chant quantique, il va t'expliquer des trucs incroyables. Et
et il va te mettre du Coldplay pour que tout le monde chante. Mais moi, pour parce que c'est ça, l'humanité, la divinité. Voilà. Et c'est ce que et j'ai aimé ça dans ton livre aussi, c'est que tu fais redescendre aussi dans le corps et que enfin voilà, on pourrait en parler encore. Mais faire que des soins énergétiques, par exemple, enfin moi j'en fais, j'adore les soins énergétiques, mais c'est toujours en complément, c'est de revenir dans son corps, dans ses émotions, dans ce qui nous traverse. Et puis, tu sais, il y a ce truc... Et pardon. Voilà. Non, mais hyper important. J'ai aimé ça, en fait. J'ai aimé que tu parles de ça. Et mais je trouve ça important. Parce qu'on peut être perdu. Mais complètement. Et c'est bien qu'on finisse là-dessus, en plus, parce que ça ramène à la vie. En fait, la spiritualité, ça ramène à la vie. Ça coupe pas de la vie. Moi, vraiment, il y a plein de vidéos qui buzzent, qui font... Et je plaide coupable parce que j'ai fait ce genre de vidéos aussi. Donc, encore une fois, je veux pas tomber dans le piège de la division et de dire ça, c'est mal, ça, c'est bien. Parce que c'est faux, ça veut rien dire. Mais il y a plein, tu sais, on te dit, plus tu t'éveilles, plus tu t'éloignes des gens, plus tu t'éveilles, plus t'es guéri, moins tu supportes les gens. Et au contraire, c'est tout l'inverse. Mais c'est tout l'inverse, les gars. Ouais. Si ça vous fait ça, mais vous êtes pas du tout guéri. Mais après, voilà, comme tu dis, quand on fait le chemin, on se rend compte que nous-mêmes, on passe par des phases où, voilà, et encore aujourd'hui... Et c'est ce qui est peut-être difficile aussi dans le fait d'écrire un livre, c'est qu'on est à un certain moment de sa vie, et qu'on se dit, mais attends, moi, dans 5 ans, j'aurais évolué. Là, déjà, je l'aurais plus du tout écrit comme ça. Il y a plein de choses qui résonnent plus avec moi. Et pourtant, il n'y a aucun souci. Ouais. Mais c'est juste d'accepter ça, en fait. La vie est une impermanence, en fait, en plus. D'accepter ça. Exactement. Donc, merci d'avoir eu le courage. J'ai une dernière question, parce que le podcast s'appelle Liberté Chérie. Ouais. Qu'est-ce que la liberté pour toi ? De retrouver Dieu. Je sais pas, je ne pourrais pas le dire autrement. Enfin, le mieux, plutôt. Ouais. C'est de retrouver la joie. Retrouver Dieu, ça veut rien dire parce que ce n'est pas... Et t'as vu, j'en parle tout de suite dans l'intro, je dis, moi, quand je parle de la Bible, je parle beaucoup de la Bible dans mon livre, de la Bible ou de Dieu, c'est pas un dogme ou une... tu vois, ou une... T'as un super chapitre aussi là-dessus pour les... Enfin, vraiment, voilà, non mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment... qu'est-ce que la liberté ? C'est de pouvoir créer, de pouvoir vivre en étant regarde, je vais te le dire. Parce que moi, vraiment, tous les matins, je me dis, c'est ça pour moi le cadeau de l'éveil spirituel. C'est que moi, aujourd'hui, ma mission de vie, c'est de vivre tous mes rêves dans cette réalité. Tous les rêves que j'avais enfant, et c'est ce que je fais. Et c'est vraiment ce que je fais. Je prends les rêves que j'avais enfant et je les vis. Donc tu vois, ça peut paraître débile, mais j'en parle exprès dans mon livre. Moi, je devrais pas dire ça parce que pour moi, c'est tout sauf débile. Mais tu vois, moi, mon rêve, c'était de rencontrer mon groupe. Ah oui, tu parles de cette anecdote-là sur les Worlds Apart. Ok. On vous laisse découvrir le livre parce qu'en plus, tu parles d'un événement de manifestation qui est croustillant. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'il m'a un des mecs du groupe, il m'a demandé de lui envoyer le livre. Quoi. La vie, elle est vraiment pleine de surprises. Et toi, tu crois, et ça. Parce que toi, ton désir, c'est Dieu. C'est le désir de Dieu. Le désir, ça n'a rien à voir avec l'ego. Avoir des désirs, se couper de ses désirs, franchement, faites ce que vous voulez. Si c'est ça votre spiritualité, le désir, l'envie, c'est être en vie. Ça fait partie envie, du mais moteur. Tu vois envie. Et vraiment, mais je vous jure, mais par contre, après, c'est un détachement aussi. Oui. Tout non, mais on est d'accord, c'est l'équilibre. Mais quand je dis ça, c'est que si t'as un désir, c'est pas pour rien. Et ton désir, il va t'amener à... C'est là où tu sais pas tout. C'est là où il y a cette force. Elle est. Regarde, dans la Bible, on dit mon père et moi sommes un. Mais mon père est plus grand que moi. D'un point de vue métaphysique, le père, c'est la conscience, tout ce qui est. Donc tu es la conscience et la conscience est toi, d'accord ? C'est la même chose, toi et Dieu. Tu n'es pas séparé de Dieu. Mais toi, dans ton expérience terrestre, moi, Elisa, dans mon expérience terrestre, je ne vois pas l'ensemble. T'es d'accord ? Je suis à Paris avec des dates, avec un calendrier. Ok ? Mon père est plus grand que moi dans le sens où il est omniscient, omniprésent. Il sait tout, il va aller là où je lui dis où est mon désir, il va aller. Donc si mon désir c'est du manque, il va m'envoyer du manque. Si mon désir c'est de rencontrer les Worlds Apart, il va m'amener à rencontrer les Worlds Apart et j'en parle dans le livre. Mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'en fait ce désir, Dieu et toi, c'est la même chose. Donc ce désir, il va t'amener plus loin. Bon, je te remercie. Merci vraiment à toi. Beaucoup. On aurait pu parler des heures encore. Désolée. Merci pour ta venue. Merci Candice, merci à toi. Merci. À bientôt.